Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour, chers amis de Radio M. Aujourd'hui, dans Accès Libre, on parlera d'art, de la situation du marché de l'art en Algérie, mais également du rôle de l'art en période de crise. Pour en parler, je reçois les deux initiateurs du projet Rhizome, Meliam Amroun, curatrice, et Khaled Bouzidi, directeur de Rhizome. Alors, Rhizome, c'est déjà une galerie, mais c'est protéiforme. Hein. Il y a une galerie qui a été inaugurée le 7 novembre en plein cœur d'Alger. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Je vais commencer par vous, Meliam, parce que vous êtes curatrice. Oui. Et curatrice, c'est un nouveau métier, c'est-à-dire que ça n'existait pas encore il y a 15-20 ans. Exactement. Et alors, ça consiste en quoi ? C'est une question assez intéressante parce que on va dire que le métier de curateur et de manager culturel sont apparus à peu près en même temps. Ouais. C'est-à-dire c'était à la fin des années 80, début des années 90, où il y a eu une nécessité de créer de nouveaux métiers autour de l'art. Et puis tout le monde se posait la question, qu'est-ce que ces deux métiers ? D'ailleurs, je me souviens, ce qui m'avait marqué, c'était un entretien que j'avais lu en ligne d'un manager culturel qui témoignait de son expérience et des gens qui lui posaient tout le temps cette question. En fait, un curateur, c'est la personne qui conceptualise de manière intellectuelle tout ce qui est autour d'une exposition d'art ou bien d'un projet artistique, peu importe sa discipline de manière générale. Et puis cette personne-là fait aussi de la direction artistique, de l'accompagnement de projets, de la levée de fonds, de la production et aussi de la production de l'écrit autour de ces travaux. Alors c'est aussi repérer des jeunes talents. Exactement, oui. D'accord. Exactement. Donc c'est un métier qui avant était fait par les directeurs d'exposition et par les critiques d'art, non ? Pas vraiment. En fait, le curateur, ou bien si on traduit le mot curateur en français, ou tel qu'il était avant, c'était conservateur de musée. D'accord. Donc en fait, il y a eu un amalgame qui a persisté assez longtemps, jusqu'à ce que ça soit dissocié de manière vraiment claire il y a quelques années. Parce que le conservateur du musée, c'est la personne qui prend soin des collections d'un musée. Donc de la conservation, de la datation, de la documentation autour de ces travaux. Mais le curateur, c'est celui qui suit de manière ponctuelle un projet, on va dire. Bon, alors vous avez, comme je viens de le dire, ouvert une galerie au 82 rue Didouche Mourad. C'est ça ? C'est pas vraiment une galerie, mais il y a une partie galerie. Il y a une partie de galerie, d'accord. Il y a une partie de galerie, oui, parce que c'est, comme je le disais, c'est le projet Rhizome, c'est c'est protéiforme, il y a plein de choses autour. Alors, exister au centre d'Alger, c'est dans quel but ? C'est d'amener l'art au cœur de la capitale Alors, je vais répondre à la question parce que c'est quelque chose qui me tient personnellement à cœur, mais aussi parce que justement on s'est posé la question plusieurs fois et pendant longtemps où est-ce qu'on voudrait être en fait. Déjà la question d'avoir un espace physique, clairement l'idée était là, le besoin était là. Mais justement d'avoir un appartement au centre-ville sur Didouche Mourad, pour nous c'était aussi une question d'ancrage dans un quartier. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous deux, d'ailleurs, nous venons du collectif. Nous avons monté des projets dans l'espace public, dans le cadre du collectif. Et justement, maintenant passer au privé, pour nous, la dimension de l'indépendant reste très présente. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé justement que ce soit dans un appartement sur rue Didouche Mourad. Il ne faut pas oublier non plus que la rue Didouche Mourad c'est aussi c'est aussi la rue qui abrite beaucoup de centres d'art et de lieux dédiés à l'art et à la culture. Pour citer quelques-uns, donc nous avons Issue 98 qui sont nos voisins, nous avons les ateliers sauvages un peu plus bas et puis Artissimo encore presque vos voisins ici. Et donc pour nous c'est quand même d'inscrire l'art au cœur de la capitale, c'est important de faire ce travail. Et alors Rhizome existe depuis un bon bout de temps, ça y est, 2017 si mes souvenirs sont bons, mais là
puisque vous avez, même si c'est pas que la galerie, mais vous vous êtes lancé officiellement dans le projet. En pleine période de Covid, c'est un défi ? Absolument, c'est un défi. Et je pense que c'est d'autant plus un défi de persister à faire des choses, parce que il faut pas oublier que le secteur de l'art est déjà, je dirais, covidé avant même l'arrivée du Covid. Il y a énormément de soucis, il y a énormément de choses à faire, clairement. Après, justement, commencer en temps de Covid, c'est doublement plus d'efforts. C'est dans la programmation, donc il va falloir s'adapter par rapport à cela. Sur le côté business de la galerie, évidemment, c'est pas évident de vendre de l'art quand les gens ont des besoins beaucoup plus urgent. Exactement, beaucoup plus urgents. Donc voilà. Après, justement, quel est le défi, je pense, de commencer là où c'est plus problématique, parce qu'il s'agit quand même, on travaille dans l'art, on travaille pas dans un autre secteur. C'est quand même quelque chose qui, à mon sens, faudra inscrire dans la vie de tous les jours de chaque Algérienne et Algérien. Après, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, certes, il y a des besoins plus primaires et urgents par rapport aux gens en ce moment, mais en même temps, depuis l'ouverture, ça fait maintenant 2 semaines, on a reçu à peu près entre 300 et 400 personnes. Donc en fait, ça témoigne du fait que l'art aussi est un besoin. Donc le succès est au rendez-vous, c'est ça Exactement. Et c'est au-delà de ce que vous espériez. Oui, dans ces conditions-là, oui. Parce que dans des conditions plus ou moins normales, ça aurait été plus raisonnable d'avoir ces attentes-là. Mais en plein Covid, en pleine crise sanitaire, personnellement, je suis très surprise et agréablement surprise. Bon, alors là, maintenant, on va passer à autre chose. On va passer. Il y a le ministère de la Culture qui a décidé donc de mettre un peu d'or dans le marché de l'art. Vous êtes concerné. Est-ce que l'initiative prise par le ministère vous paraît aller dans le bon sens ? Alors effectivement, je pense que l'initiative, je pense que vous faites référence à la commission qui travaille sur le plan d'action, effectivement. Je pense que l'initiative est très louable, il faut pas nier ça. Par contre, ce qui serait plus intéressant justement, c'est d'inclure les parties prenantes qui ont un lien direct avec le marché de l'art, c'est-à-dire inviter le privé et l'indépendant, et surtout le privé, parce que c'est les personnes qui sont directement concernées par les questions du marché. Mais alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'est à l'État de régenter le marché de l'art ? Absolument, c'est pas au privé de réglementer le marché, c'est pas au privé de réguler le marché, c'est à l'État de le faire, mais tout en concertant les parties prenantes qui sont le privé. Mais en même temps, régenter veut dire choisir et contrôler. Absolument pas. Cela veut dire que tout le monde aura sa chance pour exister à travers une réglementation bien claire. C'est-à-dire plus de transparence. D'accord. Mais ça, c'est dans l'idéal. Absolument. Mais pour le moment, on sait très bien comment ça se passe. On sait que dès que l'État décide d'intervenir et décide de mettre en place des garde-fous, c'est aussi pour mieux contrôler et pour mieux, par exemple, choisir ses artistes, pour mieux... Est-ce qu'il n'y a pas cette peur-là ? Absolument. Il faut faire la distinction, pour moi, entre réguler et contrôler, pour le coup, dans certains cas, et justement donner la chance à tout le monde. Pour moi, l'État doit garder son rôle de régulateur, et c'est au privé et à l'indépendant de prendre son rôle d'entrepreneur dans la culture. C'est-à-dire, il faut quand même... On est arrivé à une situation où il faut quand même avoir plus de rigueur dans le travail. Je veux dire, il y a des gens qui activent dans le secteur depuis bien avant nous, depuis de vingtaine, trentaine d'années, et ce n'est pas normal que ces gens-là ne se retrouvent pas, par exemple, en train de réfléchir à toutes ces questions. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ces questions-là. Moi-même, au-delà d'être dans le privé, je suis diplômé en arrêt politique, je suis censé penser aussi à toutes ces questions. Je veux dire, on est arrivé à un moment, je pense, dans le secteur où il se passe tellement peu de choses que
c'est là où il faut justement penser bien notre activité. Parce que entre un ministère qui organise et qui entreprend dans la culture, cela voudra dire que ça exclut des gens. Cela voudra dire que certains vont bénéficier de certaines choses et d'autres moins. Et donc, et c'est quand même assez intelligent pour certains États, justement, d'être là. D'ailleurs, dans certains pays, le ministère de la Culture n'existe même pas. C'est une question quand même qui est assez transversale. Et du moment qu'on a justement tous ces acquis, nous, qui existent depuis 1962 en Algérie, autant les mettre en valeur, autant les valoriser et autant capitaliser tout ce qui a été fait. Il y a énormément de choses bien qui ont été faites par l'État, même d'ailleurs, depuis 1962. Donc pourquoi ne pas tirer les bonnes leçons de tout ce qui a été fait? Alors il y a une commission qui a été mise en place, et dans cette commission, il y a un seul, apparemment galériste. C'est ce qu'on a cru comprendre. Il y a absolument très peu de galeristes, je dirais bien galeristes professionnels, c'est-à-dire c'est des gens qui sont sur le marché local et international et qui payent leurs impôts, c'est-à-dire qui existent comme une structure culturelle indépendante et qui travaille légalement, qui est de droit algérien. Et il y a très peu de galeristes qui étaient présents, pour ne pas dire un seul. Ce qui est un peu malheureux parce que je suis d'accord qu'on inclut des gens des musées, des gens de l'administration centrale, mais il faut absolument impliquer le privé parce que c'est les personnes les plus concernées. Je veux dire, on ne peut pas parler de régulation et de réglementation et du 9% de TVA alors qu'on est un administrateur ou une administratrice de musée, on n'est pas touché par la question. Je trouve aberrant qu'on parle d'organisation du marché de l'art international alors qu'on est inexistant sur enfin pour pas dire autre chose, on est presque inexistant sur le marché de l'art international. On ne peut pas organiser des foires organisées par de gros groupes privés à Vienne, à Milan et à Paris, alors que nous, c'est le ministère de la Culture qui organise une foire de l'art. C'est pas normal que ce soit le ministère de la Culture. Donc c'est toute la chaîne, vous demandez à ce que absolument. Toute la chaîne soit remise en cause, quoi. Après, pour partager un petit constat que j'ai fait ces jours-ci, donc tout ce qui est question de transport des œuvres d'art, que ce soit une exportation temporaire ou définitive, les artistes et les on va dire opérateurs culturels ne sont pas au courant que ça existe. Et puis je constate, et ce qui est assez aberrant, que ça se base sur un système de rumeurs. Donc en fait, il y a un tel qui dit que non, ce n'est pas possible, le ministère ne fait pas ça, et il n'y a pas cette conscience d'aller se présenter directement au ministère, et puis de se renseigner et faire en sorte que les choses marchent. Oui, c'est dû à quoi en fait? C'est dû à une méfiance, c'est dû à ce que on fait pas confiance au ministère, c'est dû à c'est une mauvaise information, une mauvaise communication du ministère? Absolument, je pense que c'est exactement ça. Je pense que c'est purement un souci de communication. C'est-à-dire s'il y avait plus de transparence, tu rentres, toi tu es un artiste, un opérateur ou un galeriste, peu importe, tu rentres sur le site du ministère de la Culture, tu es censé trouver toutes les formalités à faire. Tu es censé trouver toutes les procédures. Ce n'est pas normal qu'une telle question aussi évidente, je veux dire, exporter une œuvre, c'est quand même quelque chose ailleurs, c'est la chose la plus naturelle possible dans le travail d'un artiste. Il n'est pas censé être cloisonné entre ces quatre murs d'atelier, il est censé présenter son travail partout dans le monde. Et donc, si cette procédure n'est pas claire, elle n'est pas transparente sur les outils de communication du ministère de la Culture, comment voulez-vous que les gens, sachant qu'il y a tout le reste autour, je veux dire, c'est pas un problème que du ministère de la Culture, je veux dire, au-delà de tous les problèmes de tous les jours d'un artiste. D'accord. Et alors, si on veut revoir la politique, est-ce que le changement passe aussi par revoir la politique d'acquisition des œuvres d'art? Est-ce que, faite par le ministère, est-ce qu'il y a aussi un travail qui doit être fait par le ministère de la Culture à ce niveau-là? Absolument, on parlait de la question. Parce que vous faites essentiel, dans la galerie, vous exposez beaucoup d'artistes d'art contemporain qui est totalement qui n'intéresse pas le ministère, les œuvres ne sont pas achetées par le ministère, alors que l'État et le ministère sont aussi de gros acheteurs pour acquérir des œuvres. Est-ce que le changement passe aussi par ça?
Ça dépend de quel angle on voit les choses. Enfin, je ne sais pas ce que Myriam pense, mais ça dépend de quel angle on voit les choses. C'est-à-dire, personnellement, en tant que galeriste, je ne peux pas imposer au ministère de la Culture d'acquérir des œuvres des artistes qu'on représente ou des artistes qu'on présente dans notre galerie. Mais en même temps, par contre, vous êtes contre qu'ils soient exclus dès le départ. Absolument. D'accord. Absolument. On est d'accord. Par exemple, là, sur les réseaux sociaux, par exemple, dans mon petit réseau, je vois énormément de désarroi, en tout cas d'artistes qui ne sont pas contents de la situation. Comme je disais plus tôt dans l'émission, par rapport à la crise actuelle, beaucoup d'artistes souffrent. Je veux dire, par exemple, si on prend le cas justement du Sénégal, je lisais il y a quelques jours, le Sénégal, c'est-à-dire au lieu d'être dans l'assistanat, ce que a essayé de faire par exemple Landa plutôt vers mars, avril, d'essayer de donner une petite bourse de, je sais pas, 10, 15, 20 000. Le gouvernement l'a fait pour les taxieurs et autres. Donc Absolument. Landa l'a fait pour les artistes. Pour les artistes, mais bon, après Landa, elle peut pas subventionner tout le monde non plus. Après, ce que je trouve intéressant, par exemple, dans le cas du Sénégal, je ne connais pas comment d'autres pays ont fait avec la question, mais en tout cas, pour le cas du Sénégal, il y avait donc un appel clair sur le site du ministère de la Culture. En fait, l'État, au lieu de subventionner ou de supporter, dans le sens anglophone du terme, des artistes, ils ont une politique assez volontariste d'acquérir des œuvres. C'est-à-dire, il faut que les gens continuent à bosser pendant la crise. Mais il faut leur acheter des tableaux. Et tu vas leur acheter des tableaux, et du coup, ça fait enrichir justement tes collections de musées, et à la fois, ça fait vivre des artistes. C'est-à-dire, je pense qu'un artiste aujourd'hui n'a pas besoin d'avoir ces 10 000 ou 15 000 dinars. Qu'est-ce qu'il va faire avec ? Autant acheter des œuvres, en fait. Et c'est comme ça que tu fais continuer la boucle. C'est-à-dire que la boucle ne s'arrête pas. Là où il y a très peu de ventes en ce moment par rapport à la crise, eh ben l'État est censé avoir adopté une politique assez volontariste pour acquérir des œuvres. Et ça, je ne sais pas si ça se fait d'ailleurs. En tout cas, pas à ma connaissance, je ne sais pas comment ça marche au niveau du ministère. Et alors, si on veut réguler le marché, il faut passer par revoir le taux d'imposition auquel les galeries sont imposables. Absolument. J'ai du mal à voir personnellement une galerie qui finalement le chiffre d'affaires est très bas par rapport à certains industriels et qu'on se retrouve à payer et qu'on se retrouve régi par le même système d'imposition. Qui est de 18%, 19%. Après, si on calcule toutes les taxes, on en vient à un taux d'imposition à 62% à la fin de l'année. Donc tout ce qui comporte l'IBES, la TAP, le droit d'enregistrement, la TVA. Ouais. Donc sur 100 000 dinars de bénéfices, 62 000 dinars vont à l'État. Exact. Donc la grande question, c'est de savoir est-ce qu'une œuvre d'art est une marchandise comme une autre. Absolument. C'est tout le débat qui est là. Absolument. C'est une marchandise comme une autre. En même temps, elle ne l'est pas. Parce que là, il s'agit quand même d'un actif immatériel. Je veux dire, là, il s'agit entre avoir une marchandise qui est claire, qui est fonctionnelle et utilisable et consommable. Ouais. Exactement. Là, on parle quand même de la création de quelque chose qui se passe quand même, qui passe par un processus intellectuel. Et donc là, je veux dire, les notions ne sont plus les mêmes. Donc je ne pense pas personnellement qu'on devrait être soumis au même régime. Ça, c'est aberrant. Et la commission qui a été mise en place par le ministère ne traite pas de ce genre de questions. J'en ai pas vu. Personnellement, je sais pas. En fait, il y a une réflexion qui est entamée, mais ce n'est pas abouti encore. Il y a juste un petit paragraphe dans le plan d'action qui dit qu'il y a une volonté de repenser le marché de l'art, on va dire, et puis tout ce qui est code d'activité, etc. Sauf qu'il y a 2 codes d'activité actuels qui répondent à l'existence ou bien à la régie d'un centre d'art qui soit galerie, qui propose des résidences, etc. Sauf que ces 2 chiffres, ces 2 codes sont exclusifs à l'État. C'est-à-dire que c'est des galeries qui appartiennent à l'État. Oui, à l'État. Il y en a 2. Une D'accord. à Tlemcen et une, si je ne me trompe pas, à Oran. D'accord. Donc c'est toute la question du privé
qui se pose dans l'art. Quoi, absolument, absolument. Par exemple, il y a certaines choses là, dans notre travail, il y a certaines choses que l'on ne peut pas faire ici, par manque de plein de choses, et ce sont par exemple de la matière essentielle pour notre travail. Je veux dire, au-delà par exemple, rien que le côté galerie, nous souhaiterions justement mettre en place des publications autour de chacune des expositions comme un outil d'archivage. Et ben pour cela, il n'y a pas de papier. Et puis ça, c'est pas notre rôle d'importer du papier. Donc tu te retrouves à justement chercher dans d'autres marchés, régionalement, à faire ton travail. Pour le faire, justement, tu dois payer en devise, évidemment. Aller domicilier une facture à la banque, ils vont te dire oui, mais des livres, ça se fait ici. Pourquoi on devrait faire des lettres de crédit? Mais il s'agit quand même de quelque chose d'autre. Là, il s'agit de livres d'art. Donc, il y a certains types de papiers qui ne sont pas disponibles sur le marché. Et tout ça, c'est vraiment la majorité du temps qu'on passe, en fait, à traiter toutes ces questions. Donc, tout est à faire, en fait. Et je trouve que plus d'opérateurs, plus de galeries privées et opérateurs indépendants et privés il y a, mieux c'est, en fait. Parce qu'on ne peut pas se battre seul. Et je pense que la force est justement notre force de proposition est d'être nombreux, justement, ce qui n'est pas encore le cas. C'est pour ça que nous mettons aussi un programme de formation en place pour essayer de combler tout ce vide, en fait, autour de la chaîne. On parlait justement, Myriam parlait de la question de commissariat d'exposition, mais il y a la question de la critique. Je veux dire, on peut pas parler de cote aujourd'hui d'artistes s'il n'y a pas assez de critiques d'art en Algérie, par exemple, que les artistes ne rentrent pas dans l'académique, si les artistes ne sont pas valorisés par des institutions culturelles, étatiques, privées, locales ou régionales ou internationales. Donc, si vous voulez, il y a toutes ces questions-là qui devraient être abordées, justement par cette commission, par le ministère de la Culture. Moi, je suis contre venir dire « Ah non, le ministère de la Culture n'est pas en train de faire le boulot, c'est à eux de faire ça, c'est pas à eux de faire ça ». Chacun doit prendre sa part de responsabilité, et ce n'est que comme ça, en fait, que l'on pourra faire avancer les choses. Parce que c'est à la fois un rôle du ministère de la Culture, clairement, c'est à la fois un rôle des collectivités territoriales, on va dire, des wilayas, des mairies, c'est à la fois un rôle de l'éducation, c'est à la fois le rôle du privé. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui manque dans ce circuit-là, on ne peut pas espérer des résultats. Mais alors, est-ce qu'il faut penser à organiser, en fin de compte, les galeries ? Est-ce qu'il ne faut pas créer entre les galeristes, j'allais pas dire un syndicat, mais un mouvement qui soit pour pouvoir se battre avec plus de force, absolument, de résonance, avoir plus de résonance. Je pense Myriam pourra en dire plus. Justement. Un syndicaliste. Non, en fait, justement. Myriam, la syndicaliste, oui. Bah oui. Donc, le fait de rassembler, de fédérer déjà toutes les personnes, enfin toutes dans la mesure du possible, des collaborateurs avec qui on a travaillé depuis presque 10 ans, des gens qui sont en train de développer des projets, c'est l'un de nos objectifs ou l'une des visions de Rhizome. C'est qu'on puisse, par exemple, s'organiser de sorte à ce qu'il y ait une réunion mensuelle ou trimestrielle où chacun puisse partager ses expériences, exprimer ses besoins, et puis qu'on puisse aussi constituer pas un plaidoyer réel, mais je veux dire identifier des recommandations ou des besoins pour les proposer, ou bien pour faire un travail collectif et les proposer au ministère. Parce que, sans défendre le ministère aussi, un ministère ne peut pas proposer des régulations sans qu'il y ait un retour du terrain, on va dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout attendre de lui. Absolument pas. Exactement. Donc en fait, c'est à nous aussi de faire notre part. Parce que si on a des recommandations qui concernent chaque activité privée ou indépendante, on peut arriver à un consensus, même si ce n'est pas à 100%, mais s'il y a déjà un 50% en une année, ce serait déjà excellent pour nous. Alors la question, c'est qui achète aujourd'hui des toiles en Algérie ? Alors, c'est une très bonne question. Qui achète des toiles en Algérie ? Alors,
Ça dépend en fait, on a des profils assez hétérogènes, des professions libérales, ça passe aux entrepreneurs, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit les plus riches. Les plus riches, non, pas Ouais. du tout. C'est principalement des gens de la profession libérale. Il y a aussi, on a certains cas de retraités même qui économisent de l'argent pour acheter à la fin de l'année de l'art. Et l'art peut être aussi une valeur refuge. Oui, je pense. Dans un certain sens, ça peut l'être. Comment dire? Une valeur. En fait, c'est assez complexe comme terme de dire une valeur refuge. Parce que tu peux aussi est-ce que tu peux reposer ou bien Reformuler? Oui. C'est-à-dire, c'est un investissement. Est-ce que ça peut être un Oui. investissement comme on investit dans la pierre ou dans l'immobilier, dans l'or, ou c'est une valeur refuge En fait, c'est une valeur refuge. Après, c'est aussi un pari. Donc, on peut investir dans une œuvre qui n'est pas très cotée à un temps T, et puis voir la cote de l'artiste exploser après quelques années. Et sinon, en fait, parce qu'il y a deux types de cotes. On va dire, il y a des artistes qui montent progressivement et qui atteignent leur apogée après des dizaines d'années. Donc là, il faut être patient. Exact. C'est un long terme, c'est un investissement à long terme. Et après, le piège, ou bien ce qui se passe actuellement dans l'art contemporain, c'est qu'il y a des artistes qui explosent dès leur démarrage, et puis ce n'est pas pérenne en termes de valeur. Donc il y a la valeur qui chute brusquement et très rapidement. Et là, vous vous voyez des gens voir l'exposition, on est avec des connaisseurs. Les gens qui achètent, ce sont des connaisseurs, ou c'est surtout le coup de cœur? C'est des gens qui savent qui est l'artiste, ou c'est juste voir un tableau et de se dire, parce que ça provoque des émotions, un tableau, c'est d'abord ça, je prends ça. J'achète ça comme, je sais pas, ma chemise bleue, j'ai envie d'avoir une chemise bleue, donc j'achète la chemise bleue parce que j'adore le bleu. Il y a des deux. Ah oui, d'accord. Parce que l'art, c'est intellectuel, mais c'est aussi émotionnel. Oui. Donc, parmi les collectionneurs qui ont acquis des œuvres, par exemple, de Bardi, certains le suivent depuis des années, d'autres ont commencé à le collectionner très récemment. Et puis, on a eu un collectionneur qui a fait sa première acquisition, oui, donc de toute sa collection, et c'était sur un coup de cœur. D'accord. Et justement, enfin, je pense que maintenant, comme pour beaucoup, c'est quelque chose de nouveau, je pense qu'il faut surtout travailler à fidéliser ces collectionneurs. Parce que, en fait, acheter une œuvre, c'est pas seulement acheter un objet, comme tu viens de dire, Salim. C'est aussi, ça a aussi une dimension, à mon sens, ça a une dimension pérenne, dans le sens où, en fait, tu vas suivre l'évolution de l'artiste, et en fait, tu vas non seulement le suivre, mais voir comment son travail influe sur ce que tu as acheté finalement. Parce que faire ce travail-là, parce qu'il ne s'agit pas juste c'est pas, comment dire, c'est pas juste venir peindre, prendre un pinceau et puis voilà. L'artiste aussi, c'est un humain qui met de son cœur, de son temps, de son cerveau dans ce que tu viens d'acquérir. Et justement, tu vois, l'évolution de cette personne, ça a aussi une valeur inestimable. Je veux dire, entre ce que tu as acheté il y a 10 ans et ce que tu vas acheter dans 20 ans, il y a quand même un chemin incroyable qui a été parcouru par l'artiste. Et ça n'a pas de prix. Donc tu n'achètes pas finalement que l'objet. Tu achètes beaucoup plus que l'objet. Alors, si je pose une question indiscrète, un Bardi, la moyenne, c'est combien? Ça coûte combien chez vous? Ça dépend, ça va de 60 000 dinars à 600 000 dinars. D'accord. Donc la palette est très large. Absolument, ça dépend de la valeur de l'œuvre, ça dépend de la technique, ça dépend de la taille de l'œuvre, ça dépend de plein de critères. D'accord. Entre parenthèses, Bardi est exposé aujourd'hui à Rhizome jusqu'au jusqu'au 16 janvier. Jusqu'au 16 janvier 2021. D'accord. Et je rappelle, Rhizome 82, rue d'Itouche-Montmartre, 3e étage. Porte à droite. Porte à droite. Parce qu'à gauche, il n'y a personne, donc vous pouvez sonner avant. Bientôt nous. Peut-être bientôt. Vous allez pouvoir sonner pendant un bon bout de temps. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci. Je sais que Merci, vous êtes Salem. hyper pressé et que je dois vous libérer rapidement. Et encore une fois, merci d'être venu passer
par Accès Libre. Bon courage. Merci beaucoup Salim, je voudrais juste Oui, bien sûr. remercier justement Radio M pour cette tribune, l'une des rares tribunes qui nous reste libre et indépendante. Ah bah c'est écoute, ça important. va faire énormément plaisir à Al-Qadi Hassan et à nous tous d'ailleurs. Merci beaucoup, chers amis de Radio M, et à bientôt. Dans 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, salut. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.